relation très particulière avec mon invité d'aujourd'hui. Il a été mon directeur pendant une dizaine d'années et je suis maintenant membre de l'association qu'il préside. C'est lui qui a fondé la structure Sephora Music, qui a été la première et la principale maison de disques chrétienne en pays francophone. Quand il a atteint l'âge de 57 ans, il a voulu se lancer le défi de réaliser des exploits sportifs en vue de collecter des fonds pour des œuvres humanitaires. Pied noir d'Algérie, il a 68 ans, il est marié, il a 2 enfants, 4 petits-enfants, il habite dans la région de Valence donc. Mon invité du jour est Marc Brunet. Salut Marc. Bonjour Pascal. Comment vas-tu? Très bien, merci, et toi? Ça va bien, merci. Alors Marc, je sais que tu n'es pas un grand buveur de café. En revanche, tu es un bon buveur de thé vert. Ah oui, ça oui. Alors je t'ai préparé, j'en ai mis de partout, tu vois. Je t'ai préparé un bon thé vert à la menthe comme tu l'aimes. C'est Pascal qui régale. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors Marc, on se connaît depuis tellement longtemps, tous les deux depuis 20 ans maintenant. Tu es le fondateur d'une structure dans laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années à tes côtés. C'était Sephora Music. Pourquoi est-ce que tu avais créé cette maison de disques à l'époque? Eh bien, mon rêve à l'époque, c'était de pouvoir, j'allais dire révolutionner, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas changer la musique chrétienne en France, l'image que l'on en avait à 2 niveaux pour avoir une meilleure qualité, donc donner les moyens à l'Église d'avoir un témoignage qui soit plus efficace, donner les moyens aux artistes de pouvoir évoluer et grandir en qualité. Et donc ça t'a amené à progressivement créer une association, puis une entreprise qui a grandi, et vous êtes lancé dans la distribution musicale. Oui, tout au départ, c'est mon frère en fait qui a créé un studio d'enregistrement. C'est parti de là. Puis on a lancé un magazine sur la musique et l'art chrétien. Et après, il y a eu la partie distribution et ensuite la partie production qui s'est créée. Il y a eu des obstacles à la mise en place et au démarrage de Sephora? Ah oui, beaucoup d'obstacles. Mais quand on a un rêve et un objectif et qu'on veut aller au bout, on ne s'arrête pas aux obstacles et aux gens qui vous critiquent, sinon on ne fait plus rien. Tu as reçu beaucoup de critiques à l'époque? Énormément. Énormément, principalement en raison des styles de musique que l'on voulait promouvoir. Nous, on n'était pas dans les styles traditionnels, mais plus dans les musiques actuelles pour toucher un public jeune. Et c'est là que ça a commencé à être difficile. Alors, pendant la période où je travaillais avec toi, je me souviens de cette fois où tu as fêté tes 50 ans en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux raconter un peu cette aventure? Oui, c'était assez particulier. Ça devait être mon premier voyage en Côte d'Ivoire. J'étais là-bas avec un artiste que l'on avait produit, Ridja, un artiste malgache. Et on avait été invité donc, pour un grand concert avec Ridja dans la plus grande salle d'Abidjan. Et il se trouve que cette semaine-là, ça a été assez chaotique là-bas. Moi, je m'en suis pas rendu compte de suite, mais il y a eu 7 militaires français qui ont été tués lors d'une attaque aérienne. Et on voyait un peu que dans la ville, il y avait des attroupements, ça chauffait. Et ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé dans ma vie. J'ai dû, pendant le concert de Ridja, j'ai dû aller sur scène pour interrompre le concert et demander à Ridja de partir. Et on a été rapatriés à notre hôtel, couchés dans une voiture pour pas être vus. Et par la suite, on a été récupérés par un hélicoptère de l'armée française. Et on a passé une semaine au camp militaire d'Abidjan. Et c'est là, pendant cette semaine-là, que tu as dû fêter tes 50 ans. Exactement. Le jour de mon anniversaire, j'ai récupéré ma valise avec toutes mes affaires au milieu de 1200 personnes alors que je croyais qu'elle était perdue. Quelques années après, tu t'es lancé dans des aventures d'un tout autre genre et tu as fondé une association Aventure en solidaire. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais? Ça a commencé à 50 ans, je faisais un petit peu de sport, mais j'ai voulu savoir ce que je valais. Et je me suis donc inscrit sur un marathon, c'était le premier de ma vie. Et c'est comme ça, pendant quelques années, je me suis entraîné pour arriver à l'âge de 57 ans avec ma première grande aventure courte, mais intense. Et j'ai voulu, dès le départ, que dans ces aventures,
il y ait un volet humanitaire, solidaire. Alors, entre autres aventures, tu m'avais parlé de cette fois où tu étais dans un pays que presque personne ne connaît, la Transnistrie, et puis tu avais fait des rencontres étonnantes là-bas. C'est l'année où je suis parti depuis Valence, depuis chez moi, à vélo couché, et j'ai pédalé pendant plus de 6000 km pour rejoindre l'Arménie. Je crois que je connais un petit peu ce pays. J'avais pas d'expérience du voyage à vélo en cyclotourisme. C'était une découverte et une expérience magnifique. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là, dans cette région, dans ce pays, la Transnistrie? Alors aujourd'hui, on en parle un petit peu plus de ce pays, mais à l'époque, personne ne le connaissait. Dans ce pays qui n'est reconnu par aucune nation dans le monde, qui est une province officielle de la Moldavie, je suis arrivé, je croyais que j'étais arrivé en Ukraine, mais je savais pas où j'étais, en fait. Ce jour-là, j'ai aussi perdu mon téléphone. Je l'ai pas retrouvé, mais à ce moment-là, il y a un jeune sur le bord de la route qui m'a fait signe et il m'a demandé de m'arrêter. Ouais. Donc je me suis arrêté et il m'a demandé ce que je faisais, où j'allais dormir. Moi, j'en savais rien. En fait, sur mon casque, j'avais un autocollant avec un poisson ictus et c'est comme ça qu'il m'avait repéré parce que lui aussi était chrétien. Et donc, il m'a dit, mais viens, je t'invite ce soir pour la nuit. Attends-moi là. Donc je suis resté dans la nuit là pendant 3/4 d'heure. En plus, il n'y avait pas de lumière, pas de lampadaire. J'avais pas trop le choix et je me demandais s'il allait revenir ou pas. Mais il est revenu avec sa sœur. Ils m'ont emmené dans leur église qui était pas loin. Ils avaient acheté un repas pour 3 ou 4 personnes. Ils m'ont donc proposé ce repas. Et après, je suis allé dormir chez ce couple. Et le lendemain matin, c'est là que ça a été encore assez incroyable. Quand je me suis levé, ils sont venus vers moi et ils m'ont offert une carte avec un petit mot écrit « Marc, merci d'être venu nous voir. Wow. » Alors que c'était eux qui m'avaient invité et moi j'étais juste de passage, on se connaissait pas. Ils se sont sentis honorés d'être visités par un étranger. Ils ne savaient plus que faire pour bien m'accueillir et pour eux c'était assez extraordinaire de recevoir un étranger. Alors partir comme ça, en autonomie, tout seul, j'imagine que on apprend aussi les choses qui ont vraiment de la valeur. Oui, ces aventures m'ont changé, m'ont transformé. C'est surtout ma femme qui s'en est rendue compte au retour. Mais c'est vrai, quand on vit dans un contexte comme ça, où le poids compte, où tout ce qui est nourriture, eau. Et donc j'ai appris effectivement à économiser l'eau, par exemple à utiliser un demi-litre d'eau pour prendre une douche. Alors si je comprends bien, entre l'aventure d'Aventure en solidaire et l'aventure de Sephora Music, il y a quand même le lien du rêve entre les deux. Tu es un grand rêveur. Alors si tu le veux bien, je te propose, tu prends ton verre et puis on va continuer, tu vas nous faire rêver en discutant dans les canapés. Avec Bien, plaisir. suis-moi. Voilà, installe-toi, je t'en prie. Merci. Alors Marc, est-ce que tu connais ce jeu? Ça s'appelle Lawele, c'est un jeu africain. Je connais, oui, pour l'avoir vu, mais j'ai jamais joué. Eh bien écoute, ça va être l'occasion. Donc le but de ce jeu est d'arriver à récupérer le maximum de billes de son côté, ok? Donc ça c'est mon panier et puis ça c'est le tien. On va y jouer, mais pendant qu'on y joue, je vais te poser une série de questions auxquelles tu vas devoir essayer de répondre le plus vite possible et le plus courtement possible. Alors je commence si tu veux et puis je te pose des questions en même temps. Alors est-ce que Marc, tu préfères un festin dans un restaurant étoilé ou une tranche de jambon sous les étoiles? Oh, je pense la tranche de jambon sous les étoiles. À toi de jouer. Est-ce que tu préfères un apéro saucisson vin rouge ou bâtonnet de carottes et kéfir? Oui, bâtonnet de carottes et kéfir, oui. Tu préfères les aventures à pied ou à vélo? À vélo. Tu préfères le soleil ou la neige? À toi de jouer. Le soleil. Tu préfères marcher en montagne ou courir en forêt? Marcher en montagne. Es-tu satisfait de ce que devient la musique chrétienne aujourd'hui? Oui et non. Enfin, ça date pas d'aujourd'hui, mais l'évolution qu'il y a eu toutes ces 20 dernières années, hein, dans le sens où la louange a pris toute la place et l'aspect plus témoignage, évangélisation a quasiment disparu. Que serait la musique chrétienne, à toi de jouer? Que serait la musique chrétienne si Sephora Music n'avait pas été là? Je pense qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient occupé la place et pris le créneau. Hein.
Dieu n'est pas limité à nos réponses et il sait utiliser d'autres personnes. Ok. Si Jésus était à côté de toi maintenant, quel album voudrais-tu absolument lui faire écouter? Difficile, hein, il y en a tellement. Nicolas Ternisien, le live. Oui. Tu as été en Arménie, où je vis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as le plus aimé là-bas? Qu'est-ce que j'ai le plus aimé, à part la vodka? Non, la rencontre avec les gens, avec les habitants, c'était fabuleux. Toutes ces personnes rencontrées le long de la route, l'accueil que j'ai eu dans le village de Chiracamout, c'était extraordinaire. Ouais. Dans ton enfance, tu as dû fuir l'Algérie. Aujourd'hui, tu parcours le monde. Est-ce que tu es en recherche de racines? Non, pas trop, parce que je me sens presque un peu de partout. Ouais. Est-ce que tu préfères partir une semaine avec moi en Côte d'Ivoire ou faire 1 heure de balade près de chez toi avec ton épouse? Oui, je crois que le choix est fait, là, avec mon épouse. C'est vrai? Même pas avec moi? Oh là là, tu vas vexer. Est-ce qu'on mange bien quand on passe ses nuits sous tente? Ah oui, on mange très bien, oui, oui. As-tu peur des insectes? Non, pas vraiment. Non? Accepterais-tu de courir une course contre Jésus? Non, parce qu'il va gagner. Qu'est-ce qui te fait peur? Ne pas réussir à réaliser tous mes rêves. Ok. Est-ce que manger bio, c'est honorer Dieu? Oui, pour moi, oui. Ouais. Et est-ce que manger industriel, c'est déshonorer Dieu? Non, je crois pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi, à toi de jouer? Parfois, mon aspect un peu procrastinateur. Quelle personne admires-tu le plus? Le plus, je sais pas, en tout cas mes parents étaient pour moi de grands exemples dans leur engagement et dans tout ce qu'ils ont fait dans le service pour Dieu. Ok, on va s'arrêter là. Bon, on dit que j'ai gagné, hein? Sans rancune. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Merci. Alors Marc, on va continuer maintenant la deuxième partie, la troisième partie même. On va faire un petit jeu. Plus exactement, je vais te poser certaines questions autour de Aventure en solidaire. Et puis, j'ai une liste de mots que j'aimerais arriver à te faire dire. Ces 5 mots, toi tu ne les connais pas, moi je les connais. Si j'arrive à t'en faire dire 1, alors on fera gagner 1 téléspectateur. Si j'arrive à t'en faire dire 2, on fera gagner 2 téléspectateurs, etc. jusqu'à 5. Le cadeau à gagner, donc pour vous, spectateurs, c'est le livre qui s'appelle Hors Contexte, qui est donc édité par les éditions Clés, qui sont partenaires de l'émission aujourd'hui. Est-ce vraiment un problème d'utiliser nos versets favoris hors de leur contexte? Comment éviter de faire dire à un verset ce qu'il ne dit pas? 17 auteurs du monde évangélique expliquent comment bien comprendre 17 versets connus, mais mal compris car souvent cités hors contexte. Le livre Hors Contexte se conclut par des conseils pratiques pour nous aider à éviter ces pièges. Voilà, donc pour jouer, vous avez le bandeau, l'adresse en dessous de la vidéo, ou sinon vous pouvez vous rendre directement sur le lien cestpascal-qui-régale.com pour jouer. Marc, es-tu prêt? Oui. Alors Marc, en 10 ans d'expérience d'aventure en solidaire, combien d'aventures est-ce que tu as menées? Question piège, là. J'ai dû en faire 7, je crois. Alors, ouais, je peux t'aider, hein, puisque je suis dans l'association aussi. Tu en as fait 7 qui ont été terminés et 2 qui sont toujours en cours. Oui, voilà, c'est ça. Comment est-ce que tu te prépares pour lancer ces aventures? Avant de lancer ces aventures? Il y a la préparation physique, l'entraînement, ouais. Et puis la préparation matérielle. Il y a aussi une préparation spirituelle. Alors dans ce genre d'aventure, le mental est important, mais de ce côté-là, ça va bien. Je n'ai pas d'importance à préparer mon mental comme certains le font. Je suis assez confiant de ce côté-là. Quelle aventure a été la plus difficile ou la plus exigeante en termes de préparation? En termes de préparation, ça a été probablement le Marathon des Sables au Maroc, mais sur le terrain, ça a été la traversée de la Corse en aller-retour. Physiquement, ça a été la plus difficile. Qu'est-ce que c'était que cette aventure, la traversée de la Corse? Eh bien, j'ai marché sur le GR20, ouais. Qui est renommé comme étant le plus difficile GR, sentier de randonnée en Europe. Et donc, j'ai fait l'aller-retour. En fait, un randonneur normal fait
met environ 15 jours pour faire l'aller. Moi, j'ai fait l'aller-retour en 13 jours, avec 10 à 16 heures de marche par jour et 3000 mètres de dénivelé tous les jours. C'était épuisant. Oui, épuisant physiquement et aussi parfois un petit peu moralement, de se retrouver seul dans ces montagnes. Enfin, c'était fabuleux au niveau des paysages, au niveau de l'environnement, c'était formidable. En général, lorsque tu pars avec ces aventures, le principe, c'est d'arriver à sponsoriser une action humanitaire. Comment est-ce que tu choisis les projets qui vont être ainsi financés par les dons que tu vas recevoir pendant la course? On essaye d'avoir une cohérence thématique et géographique entre l'aventure elle-même sur le terrain et le projet qu'on va soutenir. Par exemple, quand je suis allé jusqu'en Arménie, c'était pour récolter des fonds pour une école maternelle en Arménie, que j'ai eu l'occasion de visiter d'ailleurs. Quand c'est possible, on essaye d'avoir un lien et on choisit des projets que l'on a à cœur, pour lesquels on a une conviction, pour des gens qui sont dans le besoin. Marc, tu es quelqu'un de très sportif. Tu as commencé jeune, le sport? Non. Non, le sport était pour moi au collège et au lycée une matière obligatoire, donc un peu subie. Et j'aimais pas trop les sports collectifs, toujours pas aujourd'hui. C'est vrai que je suis un peu solitaire, si on peut dire. En fait, la seule chose que j'ai apprise à l'armée durant mon service militaire, c'est l'activité sportive. C'est l'armée qui t'a appris le sport. Je crois que c'est depuis là que j'ai régulièrement fait des joggings. Tu es amoureux de l'armée? Absolument pas. Enfin, il faut quand même reconnaître qu'ils m'ont sorti du pétrin de la Côte d'Ivoire. Donc tu peux leur être reconnaissant? Oui, absolument. Depuis ce temps-là, je leur suis reconnaissant. Qu'est-ce qui te différencie, toi, des autres personnes qui se lancent dans la compétition ou dans des aventures sportives un petit peu extrêmes? Ce qui me motive, moi, c'est l'aspect solidaire. Donc, pour chaque aventure, je choisis un défi pour soutenir un projet humanitaire. Et durant l'aventure elle-même, c'est également un élément de motivation pour moi. Parce que quand j'ai des moments un peu difficiles ou des moments compliqués, je me dis que moi, j'ai choisi d'être là. Alors que ceux que je soutiens, pour eux, c'est une question de survie. Et dans les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent, eh ben, ils n'ont pas le choix. Tu t'es révélé dans cette nouvelle vie d'aventurier solidaire quelques années avant de prendre ta retraite. Et puis, tu as développé ça beaucoup plus après la retraite. Y a-t-il une vie après la retraite? Et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui voit approcher l'âge de la retraite ou qui est jeune retraitée, qui ne sait pas trop ce qu'elle voudrait faire après, qui a un peu peur de cette période-là? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Moi, je n'avais pas imaginé que ma retraite se passerait d'une telle manière. D'ailleurs, quand j'ai fait la première aventure, jamais j'aurais imaginé que ça me conduirait tous les ans à faire ce type d'aventure. Et c'est vrai que j'ai pas senti de passage ou d'étape difficile quand je suis arrivé à la retraite. Pour moi, c'était tout naturel. J'ai été autant occupé qu'avant, mais dans des activités différentes. Je crois que ce qui est important, c'est de préparer sa retraite, d'avoir une vision à long terme, d'avoir des rêves. Il n'y a pas d'âge pour avoir des rêves. Et donc ça, c'est important d'avoir des rêves, des objectifs pour pouvoir avancer, se motiver et choisir pour la retraite des activités peut-être qu'on n'a pas eu le temps de faire avant. Et il y a tellement de causes à soutenir et de gens qui cherchent des bénévoles dans des activités. Donc, si on veut occuper sa retraite, il y a de quoi faire. Marc, on a fini cette partie-là. Tu as permis à 3 personnes de gagner le livre Hors Contexte, donc, qui est offert par notre partenaire, les éditions Clés, qu'on remercie. On va passer à la dernière étape, Marc, où on va apprendre à te connaître un peu plus sous l'angle spirituel. Marc, tu n'as pas de date particulière de conversion, comme certains disent, moi je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus, c'était tel jour à telle heure. Oui, ma Pour femme, toi, c'est pas le cas. Non. Ta femme, c'est le cas. Oui. Moi, c'est le cas aussi. Et est-ce que Dieu a toujours été pour toi une évidence?
Oui, je crois que depuis tout petit, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, mon père était pasteur, et c'est vrai que j'ai baigné dans une ambiance particulière. Dans la famille, on faisait le culte ensemble, entre les parents et les enfants. On a été baigné dans les réunions des différentes églises dont mon père était pasteur. On a fait des dizaines de colonies de vacances chrétiennes, puisque mon père a été directeur pendant pas mal d'années. Et donc, j'ai pas eu de période, on peut dire, difficile. Ça a été un cheminement progressif, mais donc ma mère m'a dit que j'avais pris une première décision à l'âge de 5 ans. Bon, à cet âge-là, on n'est pas conscient de tout ce qu'on prend comme décision, mais après, ça a été vraiment un temps progressif et en tout cas, je me souviens que c'était en classe de 3e, quand le professeur a demandé quel serait notre avenir, qu'est-ce qu'on avait envie de faire plus tard. Moi, je savais ce que j'avais envie de faire, j'avais déjà le rêve, et j'ai écrit directement, sans réfléchir, servir Dieu. Et j'étais convaincu. Tu le savais? Je savais, oui. Et ça ne t'a jamais lâché? Non, jamais. À une époque, Marc, au saut du lit, où la première chose que tu faisais dans la journée, c'était regarder les infos, lire tes emails, avant de lire ta Bible. Ou aller courir. Ou aller courir. Maintenant, tu as un cheminement un petit peu différent? Oui, tout à fait. Assez récemment, peut-être ces 2-3 dernières années, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment commencer la journée dans la relation avec Dieu et en quelque sorte prendre les nouvelles du royaume de Dieu avant de prendre les nouvelles du monde. Et c'est ce à quoi je m'astreins avec plaisir. Ça fait une différence dans tes journées? Oui, je crois que ça fait une différence de commencer à m'adresser à Dieu d'abord, ouais. À commencer une nouvelle relation pour la journée qui démarre avec Dieu avant d'être plongé dans le flot quotidien des activités. Avant de faire ce que tu fais à Aventure en Solidaire, tu as dirigé cette maison de disques qui, elle, par contre, était destinée à un public quasiment à 100% chrétien. Est-ce que s'adresser à un public non chrétien et s'adresser à un public chrétien, pour toi, est-ce que c'est les deux faces de la même pièce? Oui, je pense que c'est le rôle de tout chrétien, de toute façon. On vit dans ce monde, donc on a un témoignage à apporter et on doit s'adapter suivant les personnes qu'on a en face de nous, suivant le public qu'on a en face de nous. Et je suis très content de pouvoir intervenir dans ces milieux du voyage ou du vélo, parce que si j'avais pas vécu ces expériences, eh bien, il y a plein d'endroits où j'aurais jamais pu aller. Et j'ai eu l'occasion, encore récemment, de pouvoir parler plus intimement et témoigner plus directement avec des personnes qui participent à ce genre de conférences. C'est pour toi les deux grands axes de ta vie, sont deux manières de donner du sens aux engagements, d'inviter les gens à donner du sens à leurs engagements. Oui, absolument. Je crois que notre vie, notre témoignage est le reflet de notre activité, de nos engagements. Et avant de parler, je crois qu'on doit vivre. Et par nos actes et par nos décisions, on peut donner un témoignage qui porte. Avant de nous quitter, est-ce que tu as un verset qui te parle particulièrement ou peut-être qui t'a porté particulièrement à une période ? Oui, il y a un verset que j'ai découvert il y a déjà quelque temps dans 2 Samuel 7, où il est écrit « Va et fais tout ce que tu as sur le cœur, car l'Éternel est avec toi ». Ce sera le mot de la fin. Marc Brunet, merci beaucoup pour ce que tu as partagé avec nous. Et puis à vous, chers amis spectateurs, eh bien, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition de C'est Pascal qui régale. Au revoir. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.